Un médaillon en argent, terni par le temps. C'est tout ce qu'il a fallu pour que 9 années de silence volent en éclats. Nous sommes en août 2008, sous la chaleur écrasante qui pèse sur le domaine familial des Leroy, près de Tours. La propriété, autrefois vibrante de rire et de vie, est désormais une coquille vide, un mausolée de souvenirs que la famille s'apprête à vendre. L'air est lourd, non seulement de l'humidité estivale de la Loire, mais aussi du poids des non-dits, des questions jamais résolues qui hantent chaque pierre, chaque arbre de ce lieu. Le temps semblait avoir figé la tragédie, l'enfermant dans une parenthèse de deuil accepté. Mais le passé n'est jamais vraiment mort. Il attend simplement son heure, patient, enfoui, juste sous la surface. Dans ce décor figé, une seule âme est libre de l'emprise du passé. Léo, 8 ans, le fils d'Élise Leroy, court à travers les herbes hautes avec l'insouciance propre à son âge. Pour lui, ce vaste jardin n'est pas un sanctuaire de douleur, mais un terrain de jeu infini, un royaume d'aventure où chaque recoin peut cacher un trésor. Il ne connaît l'histoire de ce lieu que, à travers des murmures d'adultes, des regards tristes qu'il ne sait pas interpréter. Aujourd'hui, il est un explorateur, un archéologue en culotte courte, traquant les secrets de la terre. Armé d'un simple bâton, il fouille le sol meuble au pied du vieux chêne centenaire, cet arbre majestueux, qui a été le témoin silencieux de tant de générations de Leroy. Soudain, son bâton heurte quelque chose de dur. Un son mat, métallique. La curiosité l'emporte sur le jeu. Il creuse avec ses petites mains, écartant la terre humide et les racines fines. Un éclat de lumière attire son regard. Ce n'est pas une pierre, ni un simple débris. C'est un objet façonné, un petit cœur en métal sombre, couvert de boue. Il le frotte sur son short, révélant la brillance de l'argent sous la crasse. C'est un pendentif, un médaillon. Pour Léo, c'est une merveille, une découverte, digne des plus grands pirates. Il ignore totalement la nature de sa trouvaille, son importance capitale. Il ne voit qu'un joli bijou, un trophée à rapporter fièrement à sa mère, qu'il observe de loin depuis la terrasse. Avec l'enthousiasme de sa victoire, Léo court vers elle, le poing fermé sur son trésor. « Maman, regarde, j'ai trouvé un trésor !» Élise sourit, un sourire tendre, mais fatigué, celui d'une mère qui tente de préserver la magie de l'enfance de son fils, tout en luttant contre ses propres démons. Elle est assise sur une vieille chaise en fer forgé, un verre de limonade à la main, contemplant une dernière fois ce paysage qui est à la fois son paradis perdu et son enfer personnel. La vente du domaine est censée être une page qui se tourne, une libération. Elle espère pouvoir enfin laisser le fantôme de sa sœur reposer en paix et construire un avenir sans cette ombre omniprésente qui plane sur sa famille depuis si longtemps. Léo ouvre sa main et dépose l'objet dans la paume de sa mère, et là le temps s'arrête. Le sourire dort, Élise se fige puis s'efface. Le contact froid du métal contre sa peau est comme une décharge électrique, un choc qui remonte le long de son bras jusqu'à son cœur. Ce n'est pas n'importe quel médaillon. Elle le reconnaîtrait entre mille. La forme du cœur, la petite gravure florale sur le pourtour, la manière dont la lumière se reflète sur l'argent usé, c'est une réplique exacte de celui qu'elle porte à son propre cou, caché sous son chemisier. Un frisson glacial la parcourt malgré la chaleur étouffante. Le souffle lui manque. Le monde autour d'elle se dissout, ne laissant que cet objet maudit dans sa main. Son esprit est violemment projeté 9 ans en arrière. 12 juin 1999. Le jour de son mariage avec Julien, célébré ici même, sur cette pelouse. La musique, les rires, les robes de fête. Et puis, le chaos. L'inquiétude, puis la panique. Léa, sa sœur jumelle, sa moitié avait disparu. Volatilisée sans laisser la moindre trace, après une dispute dont les échos résonnent encore dans sa mémoire. Les recherches, les interrogatoires, les larmes, l'espoir qui s'amenuise jour après jour jusqu'à devenir une cicatrice permanente. L'enquête avait été classée, faute de preuves, concluant à une disparition volontaire. Une conclusion qu'Élise n'avait jamais pu accepter. Et ce médaillon, là dans sa main, est la preuve matérielle que cette conclusion était un mensonge. Ces médaillons étaient leur symbole. Un cadeau de leur grand-mère pour leur 16e anniversaire. 2 cœurs d'argent identiques, pour 2 cœurs qui battaient à l'unisson. Élise n'avait jamais quitté le sien. Léa non plus. Elle le portait toujours. Le jour de sa disparition, il était à son cou, Élise en était certaine. Le retrouver ici, enterré au pied de ce chêne, signifie qu'il ne s'est pas simplement perdu. Il a été arraché, ou caché.
Il est le dernier témoin de ce qui est arrivé à Léa. Cet objet n'est pas un souvenir. C'est une pièce à conviction. Une clé qui vient de rouvrir une porte qu'elle pensait condamnée à jamais. La douleur, qu'elle avait appris à contenir, déferle avec une violence inouïe. Pendant 9 ans, Élise a vécu avec la culpabilité et l'incertitude. Avait-elle fui? Avait-elle eu un accident? Ou le pire était-il arrivé? La police, à elle, époque dirigée par le commissaire Roche, un homme tenace mais rapidement dépassé, avait exploré toutes les pistes avant de baisser les bras. L'absence de corps, de demande de rançon, de témoins crédibles, avait transformé l'affaire en un mystère insoluble. Une de ces histoires tragiques, qui finissent par s'ajouter au folklore local. Élise était devenue la jumelle de la disparue, une identité qui avait éclipsé toutes les autres. Elle avait essayé de survivre, de construire une famille, mais chaque jour était une lutte pour ne pas sombrer dans le gouffre de l'absence. Maintenant, tout bascule. Ce petit morceau de métal anéantit le fragile équilibre qu'elle avait mis près d'une décennie à construire. Ce n'est plus une question de deuil, mais une question de justice. Léa n'a pas disparu volontairement. Quelque chose de terrible lui est arrivé, ici même, sur cette terre qui aurait dû être son refuge. Le médaillon n'est pas seulement un lien avec sa sœur. C'est un message, un appel à l'aide qui a traversé les années. Qui l'a mis là? Et pourquoi? La question qui la hante n'est plus « Où est Léa ?» mais « Qui lui a fait ça ?» En cet instant précis sous le regard interrogateur de son fils, Élise prend une décision. Elle ne vendra pas. Elle ne partira pas. Pas avant d'avoir déterré la vérité, aussi laide et douloureuse soit-elle. Le contact du métal froid sur sa paume est une brûlure glaciale, un anachronisme brutal sous le soleil d'août. Le sourire d'Élise s'est évaporé, remplacé par un masque de stupeur. Ses doigts se crispent involontairement autour de l'objet, comme pour s'assurer de sa réalité, ou au contraire, pour elle, écraser et le faire disparaître. Le bruit du vent dans les feuilles du chêne, les rires lointains d'autres enfants du voisinage, tout s'estompe pour laisser place à un silence assourdissant dans sa tête. Ses yeux, fixés sur le médaillon, ne voient plus le jardin, ni son fils qui la regarde avec une inquiétude grandissante. Elle est ailleurs, ou plutôt, elle est à un autre moment, un moment qu'elle a passé 9 ans à essayer d'oublier. Le temps se fracture, le présent se dissout. Son esprit refuse d'abord l'évidence, cherchant désespérément une explication rationnelle, une coïncidence, un bijou similaire. Mais chaque détail anéantit cette vaine tentative de déni. La petite éraflure près du fermoir, souvenir d'une chute à vélo à l'adolescence. La manière dont la gravure florale est légèrement plus usée sur le côté droit. C'est celui de Léa. Il n'y a aucun doute possible. C'est sa moitié de cœur. Le jumeau du sien. Celui qui battait en secret sous son propre chemisier. Le voir là, sali par la terre, terni par les années passées sous le sol, est une profanation. C'est comme si on venait de déterrer un fragment de l'âme de sa sœur, et la vision est insoutenable. Le souffle lui manque, une oppression terrible lui serre la poitrine. Une vague, violente et implacable, la submerge et la tire vers le fond, 9 ans en arrière. 12 juin 1999. Le jour le plus heureux de sa vie, devenu le pire. Elle revoit le domaine vibrant de musique, les invités en tenue de fête, les éclats de rire. Elle revoit Léa, magnifique dans sa robe de demoiselle d'honneur, un sourire lumineux sur les lèvres, mais une ombre fugitive dans le regard. Puis, le souvenir de leur dispute, des mots durs, regrettés à l'instant même où ils ont été prononcés. Et enfin, le vide. L'attente. L'inquiétude qui monte, se transforme en angoisse, puis, en panique pure quand la nuit tombe, et que Léa n'est toujours pas là. Les recherches vaines, les appels sans réponse. Le début du cauchemar. Ce N était pas un simple bijou, était un pacte, une promesse silencieuse. Leur grand-mère le leur avait offert pour leurs 16 ans, 2 cœurs d'argent, pour symboliser leur lien unique, leur gémellité. Tant que vous les porterez, vous ne serez jamais vraiment séparés, avait-elle dit. Et elle l'avait porté, chaque jour, sans exception. Était leur ancre, leur talisman. Léa était superstitieuse, elle n'aurait jamais, au grand jamais, enlevé ce médaillon volontairement. Le retrouver ici, enterré comme un secret honteux, signifie une seule chose. On le lui a arraché. Cette certitude s'ancre en Élise, avec la force d'une vérité absolue, balayant toutes les théories, toutes les conclusions officielles, qui l'ont torturée pendant des années. L'implication est immédiate. Un coup de poignard dans la fragile paix qu'elle avait mis tant de temps à construire.
Si le médaillon est ici, c'est que Léa n'est jamais partie. Elle n'a pas fui pour refaire sa vie ailleurs, comme l'enquête l'avait suggéré. Elle n'a pas disparu sur une route lointaine. Non. Son voyage s'est arrêté ici, dans ce jardin, au pied de ce chêne qui avait abrité leur jeu d'enfant. La terre qu'elle s'apprêtait à vendre, à quitter pour tourner la page, est peut-être la tombe de sa sœur. Cette pensée est si monstrueuse, si viscérale, qu'elle lui donne la nausée. Le domaine familial n'est plus un lieu de souvenirs doux amers, il devient une scène de crime. La douleur, qu'elle avait appris à dompter, à enfermer dans une boîte au fond de son cœur, explose avec une fureur nouvelle. Ce n'est plus le chagrin lancinant de l'absence, c'est une rage bouillonnante. Une colère contre l'inconnu qui a fait ça, contre l'enquête bâclée, contre le temps qui a effacé les pistes. Et une colère contre elle-même, pour avoir presque abandonné, pour avoir failli accepter l'inacceptable. Pendant 9 ans, elle a pleuré une disparue. Aujourd'hui, elle comprend qu'elle doit pleurer une victime. Et cette distinction change tout. Le deuil ne suffit plus. Il lui faut la vérité. Il lui faut la justice. Le fantôme de Léa ne demande plus des larmes, il réclame vengeance. Son regard se déplace du médaillon vers le vieux chêne. Cet arbre majestueux, témoin silencieux de leur enfance, de leurs secrets échangés à voix basse, de leurs promesses gravées dans l'eau corse. Pourquoi ici? Est-ce l'endroit où tout s'est joué, l'endroit où sa sœur a poussé son dernier soupir? L'arbre n'est plus un symbole de force et de pérennité, mais un gardien macabre. Chaque branche, chaque feuille, semble murmurer une histoire qu'elle ne peut pas encore entendre. Le lieu de la découverte n'est pas anodin. C'est une piste, la première, la seule qu'elle ait eue en 9 ans. Un point de départ dans l'obscurité, une croix sur une carte au trésor macabre. La décision de vendre la propriété, qui semblait si logique et libératrice il y a 1 heure à peine, devient une absurdité, une trahison. Comment pourrait-elle partir maintenant? Quitter ce lieu serait comme abandonner Léa une seconde fois. Cette terre contient la réponse. Élise le sent dans ses os, dans chaque fibre de son être. Elle est désormais enchaînée à ce domaine, non plus par le poids du passé, mais par la promesse de l'avenir, un avenir où la vérité éclatera enfin. Son mari, Julien, qui espérait tant ce nouveau départ, devra comprendre. Elle ne peut plus fuir. La fuite est terminée. La chasse commence. Elle prend conscience du regard de Léo, fixé sur elle. Ses grands yeux clairs sont remplis d'incompréhension. Il ne voit pas la tragédie, seulement la réaction étrange de sa mère à son trésor. Élise fait un effort surhumain pour refaire surface, pour reprendre le contrôle de son visage. Elle tente un sourire qui ne vient pas, une caresse sur sa joue. Comment lui expliquer que le trésor qu'il a trouvé est en réalité une boîte de Pandore? Comment préserver son innocence face à l'horreur qui vient de s'inviter dans leur vie? Elle sent le poids de cette nouvelle responsabilité. Protéger son fils de la vérité qu'elle est sur le point de déterrer. C'est un combat de plus à mener. Un frisson la parcourt, mais ce n'est plus celui du choc, c'est une détermination froide, acérée, une clarté d'esprit qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Fini les questions sans fin, les nuits à pleurer, l'incertitude qui ronge. Maintenant il y a un but. Une mission. Découvrir qui a tué sa sœur et pourquoi. Elle ne fait plus confiance à la police, ni à la justice qui a classé l'affaire. Elle ne fera confiance que, à son instinct de jumelle, à ce lien que même la mort ne semble pas avoir brisé. Le médaillon n'est pas seulement une preuve. C'est un appel. Et Élise vient d'y répondre. Ses doigts, qui étaient crispés de douleur, se resserrent maintenant avec force, autour du petit cœur d'argent. Il n'est plus un simple bijou, il est devenu une arme, une clé. Elle le glisse dans sa poche, le sentant peser contre sa cuisse, un poids à la fois terrible et rassurant. Elle se lève, le corps tremblant mais le regard fixe. Elle observe le chêne, la maison, le chemin qui mène à la grille. Chaque élément du paysage est maintenant une pièce à conviction potentielle, un témoin muet qu'elle devra faire parler. La vente est annulée. Le deuil est terminé. L'enquête d'Élise Leroy commence maintenant. Tiret. Premier CTA. Mais ce N était que le début de ce qui allait suivre. L'ouverture d'une blessure que tout le monde croyait cicatrisée. Que feriez-vous dans une telle situation? Pensez-vous que vous supporteriez de découvrir une vérité aussi terrible sur un être cher, des années plus tard? Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à raconter ces histoires. Alors si ce début de mystère vous captive, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de la suite.
Et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous regardez. On adore savoir jusqu'où nos récits voyagent. Pour comprendre la déflagration provoquée par ce médaillon, il faut revenir quelques heures en arrière à ce matin d'août 2008. Le domaine des Leroy, près de Tours, baignait dans une lumière laiteuse et une chaleur déjà pesante. Depuis 9 ans, la propriété N était plus qu'un écho de ce qu'elle avait été. Autrefois théâtre de fêtes de famille et de courses d'enfants, elle était devenue un sanctuaire silencieux, un lieu de mémoire figé dans le temps. La décision de vendre avait été difficile, un déchirement nécessaire porté par Julien, le mari de Élise. Pour lui, serre était la seule façon de libérer sa femme du fantôme de sa sœur, de couper le dernier lien physique avec le jour où leur vie avait basculé. L'air était lourd, chargé des souvenirs d'un bonheur brisé et de la promesse d'un adieu imminent à ces murs chargés d'histoire. Élise Leroy, à 34 ans, portait son deuil comme une seconde peau. Elle avait appris à sourire, à s'occuper de son fils Léo avec une tendresse infinie, à être une épouse aimante pour Julien. Elle avait construit une façade de normalité, un rempart fragile contre le gouffre, qui était ouvert le jour de son mariage. Mais à l'intérieur, le silence de l'absence de Léa était assourdissant. Chaque recoin du domaine ravivait une blessure. Chaque arbre portait le souvenir d'un rire partagé. Accepter de vendre, était admettre sa défaite. Accepter enfin la version officielle d'une disparition volontaire, qu'elle avait toujours refusée au fond d'elle-même. Était une tentative désespérée de choisir la vie, pour son fils, pour son mari, même si cela signifiait trahir la promesse faite à sa jumelle de ne jamais l'oublier. Julien Garnier, son mari, était le pilier sur lequel Élise était appuyée, pour ne pas sombrer. Architecte pragmatique et attentionné, il voyait la vente du domaine, non pas comme un abandon, mais comme une chirurgie nécessaire pour extraire le poison du passé. Il aimait Élise plus que tout, mais il détestait ce lieu qui la maintenait captive. Le souvenir du 12 juin 1999 était aussi son cauchemar. Il avait été le dernier à voir Léa, éloigné après sa dispute avec Élise, un témoignage qu'il avait placé au centre de l'enquête initiale. Bien qu'innocenté, il portait le fardeau de ce moment, un secret sur les mots exacts qu'il avait entendus, une information qu'il avait tue par peur, croyant protéger Élise, mais qui le rongeait depuis. Pousser à la vente était sa façon de fuir ses propres démons. Léa et Élise étaient pas seulement des sœurs, elles étaient des jumelles fusionnelles. Elles partageaient la même chambre, les mêmes amis, les mêmes secrets. Leur lien était si fort qu'il en devenait presque télépathique, une connexion que personne d'autre ne pouvait comprendre. Pour leurs 16 ans, leur grand-mère leur avait offert 2 médaillons en argent identiques, en forme de cœur. Pour que vos 2 cœurs battent toujours à l'unisson, même lorsque vous serez loin l'une de l'autre, avait-elle dit. Ces bijoux étaient devenus leur symbole, un pacte sacré. Elle ne les quittait jamais. Pour Élise, porter le sien était une façon de garder Léa vivante, un contact physique avec sa moitié disparue, une encre dans la tempête de son chagrin. Était la relique la plus précieuse de son ancienne vie. Le 12 juin 1999 aurait dû être le plus beau jour de la vie d'Élise. Le domaine familial était paré pour la fête. Les invités affluaient. La musique flottait dans l'air estival. Léa, sa demoiselle d'honneur, était radieuse, mais étrangement tendue. Une dispute éclata entre les 2 sœurs, en fin d'après-midi, à propos d'un sujet futile en apparence, mais qui cachait des tensions plus profondes. Les mots avaient été durs, blessants, prononcés sous le coup de l'émotion et du stress. Léa, le visage fermé, était éloignée en direction du vieux chêne pour prendre l'air. Personne ne l'a jamais revue. La fête s'est lentement éteinte, remplacée par l'inquiétude, puis la panique. La robe de mariée d'Élise est devenue un linceul de souvenirs amers, son mariage, le point de départ d'une tragédie sans fin. L'enquête, menée à Loz, époque par le commissaire Roche, un homme d'expérience mais proche de la retraite, a rapidement piétiné. On a fouillé le domaine, dragué la Loire, interrogé des dizaines de témoins. Chaque invité a été questionné, y compris Julien, et Alain Lambert, un ami de la famille et entrepreneur local, qui avait toujours manifesté un intérêt prononcé pour les 2 sœurs. Mais aucune piste solide n'a émergé. Pas de corps, pas de demande de rançon, pas de preuve d'un acte criminel. Face à l'absence totale d'indices matériels, et au témoignage de la dispute, la thèse de la fugue, d'une disparition volontaire sur un coup de tête, s'est imposée comme la conclusion la plus plausible, sinon la plus satisfaisante. L'affaire fut classée quelques années plus tard, laissant la famille dans un vide insupportable.
Cette conclusion officielle fut une seconde mort pour Léa et une torture pour Élise. Comment sa sœur, sa moitié, aurait-elle pu partir ainsi, sans un mot, le jour de son mariage? Était impensable, contraire à tout ce qu'elle était. Élise a dû se battre non seulement contre son propre chagrin, mais aussi contre le regard des autres, celui qui sous-entendait que la famille cachait quelque chose. Elle est devenue la jumelle de la disparue, une étiquette qui a effacé son identité propre. Elle a vécu pendant 9 ans, avec cette incertitude dévorante. Était-elle en vie quelque part, ou fallait-il pleurer une morte? Ce doute permanent était un poison lent, qui avait imprégné chaque aspect de sa vie, transformant la maison de son enfance en un mausolée de questions sans réponse. Parmi les visages de ce jour maudit, celui d'Alain Lambert revenait parfois hanter Élise. À elle, époque, Hélène, était qu'un jeune entrepreneur charismatique, ami de leurs parents, toujours présent lors des événements familiaux. Il ne cachait pas son admiration pour les jumelles Leroy, une fascination qui mettait parfois Élise mal à l'aise, mais que Léa semblait trouver amusante. Lors de l'enquête, son alibi était solide, et il était montré très coopératif, affichant une peine sincère. En 9 ans, Alain Lambert était devenu une figure incontournable et respectée de la région, un homme d'affaires puissant et influent. Son nom, était plus qu'un souvenir lointain associé à la fête, une note de bas de page dans le drame. Personne, et surtout pas Élise, ne pouvait imaginer le rôle qu'il avait réellement joué. Le jeune Léo, à 8 ans, était le seul habitant du domaine à ne pas être prisonnier du passé. Pour lui, la vaste propriété était pas un mémorial de douleur, mais un royaume infini d'aventures. Il ne connaissait la tragédie qu'à travers les silences pesants des adultes et les regards tristes qu'il ne savait pas interpréter. Chaque jour, il explorait les bois, construisait des cabanes dans les arbres et menait des expéditions archéologiques imaginaires. Le vieux chêne, en particulier, était le centre de son univers, un géant bienveillant dont les racines cachaient, dans son esprit d'enfant, des trésors de pirates et des secrets de civilisations perdues. Il représentait l'innocence et l'avenir, une pousse de vie nouvelle sur une terre marquée par la mort, ignorant totalement qu'il était sur le point de déterrer la graine même du chagrin, que ses parents tentaient d'enfouir. La relation entre Élise et Julien était construite sur les ruines de la tragédie. Leur amour était sincère, profond, mais constamment mis à épreuve par le fantôme de Léa. Julien, pragmatique et protecteur, voyait la vente du domaine comme une nécessité vitale. Il voulait arracher Élise à ce lieu qui la consumait, lui offrir un horizon dégagé de cette ombre omniprésente. Mais sa volonté cachait aussi sa propre culpabilité. Il était le dernier à avoir vu Léa vivante, après sa dispute avec Élise. Il n'avait jamais révélé à la police la violence exacte des mots échangés, pensant protéger sa femme, mais ce secret non dit avait érigé un mur invisible entre eux. Cette vente était autant une fuite pour lui qu'une tentative de sauvetage pour elle, un pari désespéré sur l'avenir. À quelques kilomètres de là, dans une petite maison de retraite paisible, le commissaire Roche vivait ses jours de repos avec une épine dans le cœur. L'affaire Leroy était la seule tache sur sa carrière exemplaire, un échec personnel qui le hantait. Il avait beau avoir retourné chaque pierre, interrogé chaque témoin, il était reparti les mains vides, avec pour seule conclusion une thèse de la fugue, à laquelle il n'avait jamais vraiment cru. Parfois, le soir, il sortait le vieux dossier jauni, relisait les rapports, fixait les photos de Léa, ce visage souriant, qui semblait le défier par-delà les années. Il était persuadé d'être passé à côté de quelque chose d'essentiel, un détail infime, une incohérence. Il ne se doutait pas qu'un petit garçon de 8 ans était sur le point de lui offrir la clé qu'il avait cherchée en vain. Pendant ces 9 années, Alain Lambert avait prospéré. L'ami de la famille, l'entrepreneur charismatique mais un peu trop insistant, était devenu une figure incontournable de la région de Tours. Son entreprise de BTP était florissante, il était membre de tous les cercles d'influence, un mécène généreux et un homme respecté. Son nom était synonyme de réussite et de pouvoir. Le drame des Leroy semblait bien loin. Il croisait parfois Élise et Julien en ville, leur adressant un signe de tête compatissant, l'air d'un homme qui partageait leur ancienne peine. Sa façade était impeccable, lisse, inattaquable. Personne n'aurait pu imaginer que derrière le masque du notable se cachait le visage de l'obsession, et que sa fortune était en partie construite sur le silence qui entourait la disparition de Léa. Le domaine lui-même semblait porter le deuil. La grande maison aux volets clos avait l'air fatigué, la peinture écaillait par endroits, comme une peau qui pèle. Le jardin, autrefois méticuleusement entretenu par la mère des jumelles,
avait été reconquis par la nature. Les allées de gravier étaient envahies par les herbes folles. Les rosiers grimpaient en désordre sur les murs, leurs fleurs magnifiques mais sauvages, semblant pleurer le temps passé. Le lieu était figé, comme une photographie du 12 juin 1999. Chaque objet, chaque recoin de la balançoire rouillée au banc de pierre sous le chêne, était un vestige. Vendre la propriété, était comme profaner une tombe, mais y rester était comme vivre dans un mausolée, une contradiction insoluble qui paralysait la famille depuis près d'une décennie. Dans les jours qui précédèrent la découverte, Élise avait atteint un état de résignation presque totale. Elle avait fini par se ranger à l'avis de Julien. Il fallait partir. Pour Léo, avant tout. Elle s'efforçait de maintenir une routine, de préparer les repas, de lire des histoires à son fils, de sourire à son mari. Mais ses gestes étaient mécaniques, son esprit souvent ailleurs. Le chagrin-haine était plus une vague violente, mais une marée basse et constante, qui sapait ses forces jour après jour. Elle avait presque réussi à se convaincre que Léa avait choisi de partir, que l'accepter était la seule façon de survivre. Elle était sur le point de renoncer, de lâcher la corde qui la reliait à sa sœur. C'est précisément à ce moment de faiblesse extrême que le passé a décidé de frapper à sa porte, avec une violence inouïe. Le drame de la famille Leroy était devenu une sorte de folklore local, une histoire triste que l'on se racontait pour se faire frissonner. Avec le temps, les faits étaient estompés, laissant place aux rumeurs et aux spéculations. Les parents Élise et Léa, brisés par la perte et l'incertitude, avaient vendu leur propre commerce et déménagé dans le sud de la France, incapables de supporter le poids des souvenirs et les regards de pitié. Élise et Julien se retrouvaient donc de plus en plus isolés, portant seuls le fardeau de cette absence. La communauté avait tourné la page, la disparition de Léa N étant plus qu'une cicatrice lointaine dans la mémoire collective. Cette solitude rendrait la quête de vérité d'Élise encore plus ardue, car elle devrait se battre non seulement contre un coupable, mais aussi contre l'indifférence du temps. Ce matin d'août 2008 était donc, en apparence, un matin comme les autres. La chaleur estivale de la vallée de la Loire engourdissait les sens. Le chant des cigales créait une atmosphère paisible, presque paresseuse. Le monde semblait tourner au ralenti, dans une illusion de tranquillité parfaite. Était le calme plat avant la tempête, la dernière heure de l'ancienne vidée, Élise. Rien ne laissait présager que ce silence, qui durait depuis 9 ans, était sur le point d'être brisé de la manière la plus brutale qui soit. Le destin avait choisi le moment le plus ordinaire, le geste le plus anodin d'un enfant jouant dans un jardin, pour faire ressurgir une vérité monstrueuse, prouvant que le passé n'est jamais vraiment mort. Il attend simplement patience ou quelques centimètres de terre. Le soir même, après avoir couché Léo, Élise s'isola dans le silence du salon. Julien était sorti, prétextant une course urgente, mais elle savait qu'il fuyait l'intensité de l'instant. Seule, elle sortit le médaillon de sa poche. Sous la lumière tamisée de la lampe, elle le nettoya méticuleusement avec le coin de son chemisier, enlevant la terre qui, était incrustée dans les fines gravures. Le métal, froid au début, semblait se réchauffer au contact de sa peau, comme s'il reprenait vie. Ses doigts tremblaient en le faisant tourner et retourner. Était plus qu'un objet. Était un fragment tangible de sa sœur, un écho de son âme qui avait survécu à 9 années de silence. Chaque courbe, chaque imperfection lui était familière. Elle se préparait à l'ouvrir, le cœur battant à tout rompre, s'attendant à y trouver une minuscule photo d'eux, enfants, un souvenir de leur complicité passée. Avec une délicatesse infinie, elle chercha le fermoir. Il était bloqué par la corrosion et la terre séchée. Elle dut forcer légèrement avec son ongle, un geste qui lui parut sacrilège. Puis, un petit clic, sec et métallique, brisa le silence de la pièce. Le son était disproportionné par rapport à la taille de l'objet, comme le craquement d'une porte que l'on n'aurait pas dû ouvrir. Le cœur du médaillon s'ouvrit en deux. Mais à l'intérieur il n'y avait pas de photo, pas de visage souriant d'un passé révolu. À la place, niché dans un écrin de velours rouge décoloré, se trouvait quelque chose de totalement inattendu, quelque chose qui n'avait rien à faire là. Un objet minuscule, doré, dont la forme était à la fois étrange et précise. L'absence de photo était en soi un message, un indice que ce médaillon était pas un simple réceptacle à souvenirs, mais un coffre-fort miniature. Ce était pas un souvenir, mais une clé. Une toute petite clé dorée, pas plus longue qu'un ongle, du type de celles utilisées pour les coffres de sûreté, ou les boîtes à bijoux complexes. Elle ne ressemblait à aucune clé de la maison ou de la propriété. Sa présence à l'intérieur du médaillon de Léa transformait radicalement la nature de la découverte.
Ce N était plus seulement la preuve que Léa n'avait pas quitté le domaine vivante. C était un message posthume, une piste délibérément laissée derrière elle. Léa avait caché quelque chose de si important qu'elle l'avait protégé avec son bijou le plus précieux. La question N était plus seulement qui, mais aussi quoi. Qu'est-ce que Léa avait voulu cacher ou protéger au point de le confier à ce talisman secret? Quand Julien rentra, il trouva Élise assise dans le noir, la petite clé posée sur la table devant elle. Il n'eut pas besoin de mots. Il comprit que la boîte de Pandore était ouverte. Élise lui expliqua sa découverte, la voix blanche mais ferme. Elle a caché quelque chose, Julien. Quelque chose d'assez important pour que ça lui coûte la vie. Le visage de Julien se décomposa. Il voyait la détermination dans les yeux de sa femme, une flamme qu'il n'avait pas vue depuis 9 ans, et cela le terrifiait. Élise, réfléchis, c'est peut-être dangereux. L'enquête est close, remuez tout ça, mais ses mots se perdaient. Pour lui, cette clé était une menace, le retour du cauchemar. Pour Élise, Sen était la première lueur d'espoir, la promesse d'une réponse. Elle ne reculerait pas. « Je dois savoir ce qu'elle ouvre », dit-elle. Et Sen était sans appel. Le lendemain, ils montèrent dans la chambre de Léa, une pièce que leurs parents avaient insisté pour laisser intacte. Un mausolée de l'adolescence, figé en 1999. L'air y était lourd, sentant la poussière et le papier jauni. Les posters d'artistes de l'époque ornaient encore les murs, un sourire ironique du passé. Élise et Julien commencèrent une fouille méthodique, mais respectueuse. Ils cherchaient un indice, n'importe quoi, un contrat, une lettre de banque, un nom qui pourrait les mettre sur la piste. Ils passèrent en revue ces vieux journaux intimes, mais les dernières pages étaient étrangement vides. Puis, en déplaçant une pile de livres sur son bureau, Élise sentit un papier glisser. C était un reçu, plié en 4. Un contrat de location pour un coffre-fort, daté du 2 mai 1999, 6 semaines avant sa disparition. Le document était froid, factuel, un contraste brutal avec les émotions qui régnaient dans la pièce. L'en-tête indiquait le nom de la banque, Crédit Parisien, agence du boulevard Haussmann. À Paris. Léa avait loué un coffre à Paris, sans rien dire à personne. Cette information était une déflagration. Léa, qui avait peur de prendre le train seule, qui n'aimait pas la capitale, avait fait des allers-retours secrets pour y cacher quelque chose. Julien était abasourdi. Pourquoi Paris? Qu'est-ce qu'elle pouvait bien avoir à cacher là-bas? La découverte rendait la thèse de la fugue encore plus absurde. On ne loue pas un coffre-fort pour tout abandonner ensuite. On le loue pour protéger quelque chose de précieux, en prévision d'un danger imminent. Léa avait peur. Et elle se préparait. Le voyage jusqu'à Paris fut tendu. Le silence dans la voiture était lourd, seulement rompu par le bruit monotone du moteur. Élise tenait la petite clé, et le contrat dans sa main, des reliques qui la brûlaient. Chaque kilomètre qui les séparait du domaine familial, était un pas de plus vers une vérité qu'elle appréhendait autant qu'elle la désirait. Julien conduisait, les mains crispées sur le volant, le regard fixé sur la route, mais son esprit était ailleurs, revivant sans doute le jour du mariage, le poids de son propre silence. Il avait peur de ce qu'ils allaient trouver, peur que la vérité ne détruise le peu de paix qu'ils avaient réussi à construire. Élise, elle, n'avait plus peur. Elle était portée par une énergie nouvelle, la certitude d'agir enfin pour sa sœur, de reprendre le contrôle après 9 ans de passivité forcée. L'agence du Crédit Parisien était un bâtiment imposant, froid, impersonnel, tout le contraire du domaine familial. Après avoir présenté les documents, une copie du certificat de décès présumé de Léa, et une procuration qu'un avocat avait préparée en urgence, un employé au visage impassible les conduisit dans la salle des coffres. La pièce était silencieuse, presque religieuse, protégée par une porte blindée d'une épaisseur impressionnante. L'employé utilisa sa propre clé, puis inséra la petite clé, dorée, Élise. Il y eut un tour de serrure, un bruit sourd, puis il tira une longue boîte métallique rectangulaire, et la posa sur une table, dans un isoloir privé. « Je vous laisse », dit-il avant de refermer la porte derrière eux. Élise et Julien se retrouvèrent seuls, face à la boîte. Le dernier secret de Léa était là, à portée de main. Élise posa sa main tremblante sur le couvercle froid. Le souffle coupé, Élise souleva le couvercle de la boîte métallique. Le geste était lent, presque cérémoniel, comme si elle ouvrait un sarcophage. À l'intérieur, reposant sur un fond de feutre gris usé, se trouvait un unique objet. Un petit journal intime, à la couverture de cuir bleu marine. Il n'y avait rien d'autre. Pas d'argent,
pas de documents. Juste ce carnet, modeste et profondément personnel. C. Était un contraste saisissant entre la froideur administrative de la banque, la solidité impénétrable du coffre, et cet objet si intime, porteur des derniers secrets de sa sœur. Julien retint sa respiration à côté d'elle. Élise tendit la main, ses doigts tremblants, effleurant le cuir avant de s'emparer du journal. Il était léger dans sa main, mais pesait une tonne sur son cœur. Ses doigts l'étaient la voix de Léa, ressuscitée après 9 ans de silence forcé. Elle prit une profonde inspiration. L'odeur de papier vieilli et de cuir remplissant ses poumons. Un parfum doux et poignant qui la ramena instantanément à leur chambre d'adolescente. Le journal était simple, sans fioritures, exactement comme ceux que Léa affectionnait. Julien posa une main sur son épaule, une pression légère qui se voulait rassurante, mais qui trahissait sa propre anxiété. « Tu es sûr ?» murmura-t-il, la voix rauque. Élise ne répondit pas par des mots, mais par un hochement de tête déterminé. Bien sûr qu'elle était sûre. C. Était pour cela qu'elle était là. Pour entendre ce que Léa n'avait pas pu lui dire. Pour honorer sa mémoire, non pas en la pleurant, mais en elle, écoutant. Elle ouvrit le carnet, ses yeux cherchant immédiatement la dernière page écrite. Le dernier message laissé, avant que tout ne bascule dans le néant. La dernière entrée était datée du 11 juin 1999, la veille du mariage. Elle, écriture de Léa, habituellement si ronde et appliquée, était ici nerveuse, presque illisible par endroits, les lettres inclinées comme si elles avaient été couchées sur le papier dans une urgence désespérée. Les premiers mots sautèrent aux yeux Élise, un coup de poing dans l'estomac, qui anéantissait 9 années de doutes et de théories officielles. Il ne me laissera jamais tranquille. Je pensais pouvoir le gérer, mais j'ai eu tort, j'ai peur. Pas de partir, mais de rester. Chaque mot était une négation de la thèse de la fugue. Léa n'avait jamais eu l'intention de s'enfuir. Elle était piégée, terrifiée, et elle cherchait une issue. Le journal N était pas un adieu. C était un appel au secours qui n'avait jamais été entendu. En continuant sa lecture, un nom apparut, d'abord sous forme d'initiales, AL. Puis écrit en toutes lettres, comme si Léa avait voulu graver l'identité de son tourmenteur, Alain Lambert. Le journal décrivait avec une précision glaçante comment l'intérêt amical de l'entrepreneur S était mué en une obsession malsaine. Il l'appelait à des heures indues, apparaissait par hasard partout où elle allait, lui offrait des cadeaux qu'elle refusait et qui la mettaient mal à l'aise. Il dit que nous sommes faits l'un pour l'autre, Keples, Élise ne me comprend pas comme lui, il me fait peur. Il a quelque chose de cassé dans le regard. La description était celle d'un prédateur, et non d'un ami de la famille. Le visage souriant et charismatique de Lambert se superposait aux mots terrifiés de Léa, créant une image monstrueuse. Une rage froide et pure submergea Élise, chassant le chagrin. La vérité était là, noir sur blanc. Pendant 9 ans, on l'avait laissé croire que sa sœur l'avait abandonnée le jour de son mariage. La réalité était qu'elle avait été harcelée, menacée, et que tout le monde, y compris elle-même, avait été aveugle. Julien, lisant par-dessus son épaule, devint livide. Le nom d'Alain Lambert, l'invité affable, le notable respecté, résonnait dans le silence de la petite pièce, comme une condamnation. Hélène était pas seulement un suspect, il était le monstre au cœur de leur histoire. La culpabilité d'Olaos, Élise de ne pas avoir vu la détresse de sa sœur, se transforma en une détermination féroce. Elle ne pleurait plus, elle voulait se battre. Elle allait faire payer l'homme qui avait détruit sa moitié. Feuilletant les pages précédentes, le portrait d'Alain Lambert devenait de plus en plus sombre. Léa racontait des incidents précis. Une soirée où il l'avait suivie jusqu'à sa voiture. Une autre fois où il avait surgi dans un café, créant une scène lorsqu'elle lui avait demandé de la laisser tranquille. Mais il y avait plus. Léa N était pas seulement une victime passive. Poussée par la peur, elle avait commencé à se renseigner sur lui. Elle avait découvert que ses affaires N étaient pas aussi propres qu'il le prétendait. Des notes éparses mentionnaient des malversations, des chantages, des matériaux de mauvaise qualité, sur des chantiers publics. Elle avait compris que sa façade de respectabilité N était qu'un masque cachant des activités criminelles. Sa peur était double, peur de l'homme, et peur de ce qu'elle savait sur lui. Soudain un papier plié en 4 glissa d'entre 2 pages. Ce N était pas une lettre, mais une photocopie. Un relevé de compte bancaire offshore, avec des transactions importantes liées à une société écran. Au bas de la page, écriture de Léa. Preuve. Chantier de la mairie. Il m'a vu prendre ça dans son bureau. Il sait que je sais. Le choc fut immense. Léa n'avait pas seulement des soupçons, elle avait une preuve matérielle.
Elle avait pris un risque insensé, motivée par le désir de se protéger en exposant Lambert. Le médaillon, la clé, le coffre. Tout prenait un sens tragique. Ce N était pas un plan de fuite, mais une assurance-vie. Une bombe à retardement qu'elle avait cachée, espérant qu'elle la protégerait ou, au pire, qu'elle la vengerait. Les yeux d'Élise revinrent à la dernière page du journal cherchant un dernier indice, un dernier mot. Et elle le trouva. Une phrase, griffonnée tout en bas, presque effacée, comme une pensée de dernière minute ajoutée dans la panique. « Il veut qu'on se voie demain, au vieux chêne. »« Pour tout arranger, dit-il. Je ne veux pas y aller seul. J'ai demandé à Julien de m'accompagner, il sait à quel point j'ai peur de lui. » Le monde d'Élise s'effondra pour la deuxième fois. Elle releva lentement la tête, ses yeux quittant la page pour se planter dans ceux de son mari. Julien était pétrifié, le visage exsangue. Il savait. Il avait toujours su. Il savait que Léa avait rendez-vous avec son bourreau, et il n'avait rien dit. Le silence dans la pièce devint une accusation assourdissante. Le silence dans l'isoloir de la banque était une chose vivante, lourde et accusatrice. Les derniers mots de Léa, griffonnés sur le papier, pendaient entre Élise et Julien, tranchant comme des éclats de verre. Il savait, la pensée tourna en boucle dans l'esprit d'Élise, non pas comme une question, mais comme une sentence. Le visage de Julien S. était effondré, la façade de l'homme fort et protecteur se brisant pour révéler un homme rongé par un secret vieux de 9 ans. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'il avouait, la voix brisée. Il n'avait pas accompagné Léa. Il avait été retardé par un dernier détail du mariage. Quand il était arrivé près du chêne, Lambert était là, seul. Il lui avait dit que Léa était partie, furieuse, qu'elle voulait tout gâcher. Julien, paniqué à l'idée que le mariage soit annulé, aveuglé par le stress, avait choisi de croire au mensonge le plus simple. Il avait choisi de se taire. La trahison était une brûlure froide, plus douloureuse encore que le chagrin. Élise regarda son mari, non pas l'homme qu'elle aimait, mais un étranger qui, par peur et par faiblesse, l'avait condamné à une décennie de torture. Chaque moment de réconfort, chaque parole apaisante qu'il lui avait offerte au fil des ans, semblait maintenant une hypocrisie. Sa complicité n'était pas dans l'acte, mais dans le silence, un silence qui avait permis au monstre de prospérer, et à la vérité de pourrir sous terre. Sans un mot, elle ramassa le journal et la photocopie, les glissant dans son sac, comme des reliques sacrées. Elle se leva, laissant Julien prostré sur sa chaise, un homme brisé dans une pièce froide et anonyme. Le combat pour Léa venait de prendre une nouvelle dimension. Il ne s'agissait plus seulement de démasquer un tueur, mais de démanteler le réseau de mensonges qui avait empoisonné sa propre vie. Sur la route du retour, Élise ne prit pas la direction de Tours, pas la direction de sa maison, de sa vie fracturée. Une nouvelle certitude la guidait. Elle ne pouvait plus faire confiance à personne de son entourage. La police locale, qui avait si facilement classé l'affaire, lui inspirait une méfiance instinctive. Elle avait besoin d'un allié, quelqu'un d'extérieur au cercle de mensonges, quelqu'un qui avait un intérêt personnel à voir la vérité éclater. Le nom du commissaire Roche lui revint en mémoire. Le vieil enquêteur, aujourd'hui à la retraite, celui dont la carrière avait été entachée par cet unique échec. Elle se souvenait de son regard lors des interrogatoires, un regard hanté, celui d'un homme qui savait être passé à côté de quelque chose. Elle changea de direction, se dirigeant vers le petit village où elle savait qu'il s'était retiré, le journal de Léa pesant sur le siège passager comme une présence fantomatique. Elle trouva Roche dans son jardin potager, le dos courbé sur ses plants de tomates, un homme que le temps avait ralenti mais pas vaincu. Quand il la reconnut, une lueur de surprise puis de tristesse passa dans ses yeux. Sans préambule, Élise étala ses découvertes sur la table de jardin en fer forgé. Le médaillon, la clé, le journal intime, et la photocopie du relevé bancaire. Roche ajusta ses lunettes, ses mains tremblant légèrement en saisissant le journal. Il lut les dernières pages en silence, son visage se durcissant à chaque ligne. La mention d'Alain Lambert fit jaillir une flamme dans son regard fatigué. Il se frappa le front de sa paume. Lambert, son alibi était parfait. Trop parfait. Des reçus, des témoins, j'ai été un imbécile. Pour Roche, ce N était pas seulement une nouvelle piste. Était la chance de racheter échec qui le hantait depuis 9 ans. L'ancien commissaire se lança dans une analyse lucide de sa propre enquête. Il expliqua comment, en 1999,
Alain Lambert, N, était qu'un entrepreneur charismatique en pleine ascension, mais déjà très bien connecté. Son alibi, un dîner d'affaires à Orléans, avait été confirmé par 2 notables locaux. La police, sous pression pour résoudre rapidement cette disparition médiatisée, était concentrée sur la piste la plus évidente. Le drame familial, la dispute entre sœurs, la thèse de la fugue. Roche admit avec amertume qu'ils avaient été aveuglés par le statut social de Lambert. On ne soupçonne pas un homme qui finance la moitié des œuvres de charité de la région, dit-il, le dégoût dans la voix. Il comprit que l'enquête n'avait pas simplement piétiné. Elle avait été subtilement sabotée par un réseau d'influence qu'il avait sous-estimé. La photocopie du relevé bancaire changea complètement la perspective de l'affaire. Roche, avec son expérience des crimes en col blanc, comprit immédiatement sa portée. Ce N était plus seulement l'histoire d'une obsession amoureuse qui aurait mal tourné. Le document, avec ses transactions vers une société écran au Luxembourg, était la preuve d'un système de corruption bien plus vaste. Roche fit le lien avec un appel d'offres pour la rénovation de la mairie de Liel, époque, un chantier remporté par Lambert dans des conditions suspectes. Léa n'avait pas seulement découvert l'homme, elle avait découvert ses crimes. Elle était devenue une menace, non seulement pour sa liberté, mais pour tout son empire financier et politique. Le mobile du meurtre devenait écrasant, et le crime passait d'un drame passionnel à une affaire d'État local. Élise et Roche convinrent qu'il devait agir, mais avec une prudence extrême. S'adresser directement au commissariat de Tours serait comme avertir le loup qu'on entre dans la bergerie. Roche, malgré sa retraite, avait gardé quelques contacts fiables. Il parla d'une jeune inspectrice, Amélie Renaud, récemment mutée de Paris. Une femme réputée pour sa ténacité, son intégrité, et, surtout, son absence de lien avec les élites locales. Elle était leur meilleure chance. Ils passèrent l'après-midi à préparer leur dossier, photocopiant chaque page du journal, chaque document, créant une archive secrète. Ils savaient que dès qu'ils présenteraient ces preuves, ils déclencheraient une guerre contre un homme puissant, et un système qui le protégeait. La peur d'Élise S. était muée en une détermination froide et stratégique. Pendant ce temps, à Paris, Julien, laissé à sa propre culpabilité dévorante, commit l'irréparable. Dans une tentative désespérée de trouver une forme de rédemption, ou peut-être de comprendre l'ampleur de sa propre lâcheté, il chercha le numéro d'Alain Lambert. Il l'appela. Sa voix, au début était un murmure brisé. Il parla d'Élise du médaillon, et prononça le mot fatal, journal. À l'autre bout du fil, le ton de Lambert resta parfaitement calme, presque bienveillant, mais si, était le calme d'un serpent sur le point de frapper. Il ne posa que quelques questions, douces et précises, mais chaque réponse de Julien était un clou de plus dans le cercueil de la vérité. En raccrochant, Julien crut avoir fait un premier pas vers la réparation. En réalité, il venait de sonner l'alarme, informant le prédateur que sa tanière avait été découverte. Alain Lambert ne perdit pas une seconde. La panique n'était pas dans sa nature, la stratégie, si. Immédiatement après l'appel de Julien, il passa 2 coups de fil. Le premier fut pour son avocat, un homme spécialisé dans la gestion de crise. Le second, plus important, fut pour un contact haut placé au sein de la gendarmerie régionale, un homme qui lui devait plusieurs faveurs. En quelques minutes, une contre-offensive était lancée. Il ne s'agissait pas de fuir, mais de détruire la crédibilité de la menace à sa source. Il commença à construire un récit alternatif. Élise, une femme psychologiquement fragile, obsédée par la disparition de sa sœur, fabriquant des preuves. Julien, un mari faible et coupable, tentant de lui faire porter le chapeau ou de l'extorquer. Il allait utiliser son pouvoir non pas pour se cacher, mais pour transformer les victimes en accusés. La rencontre entre Élise, Roche et l'inspectrice Amélie Renaud eut lieu dans un café discret, loin des regards. Renaud était tout ce que Roche avait décrit. Jeune, vive, le regard perçant d'une intelligence qui ne se laissait pas berner. Elle écouta le récit d'Élise avec une patience professionnelle, son visage impassible. Mais quand Élise posa le journal, et la photocopie sur la table, l'inspectrice ne put masquer un tressaillement. Elle parcourut les documents, son expression passant du scepticisme à une concentration intense, puis à une gravité évidente. Elle comprit immédiatement que ce n'était pas l'affaire d'une femme en deuil. Était un homicide maquillé en disparition, étouffé par le pouvoir et l'argent. Elle savait que prendre ce dossier serait le plus grand défi de sa carrière. Un combat contre des forces bien établies dans la région. Le lendemain, l'inspectrice Renaud rouvrit officiellement l'enquête sur la disparition de Léa Leroy pour
homicide volontaire sur la base de nouveaux éléments. La nouvelle fit l'effet d'une bombe dans la petite communauté. Mais presque immédiatement, les obstacles commencèrent à surgir. La demande de Renault pour obtenir le dossier original de 1999 se heurta à des lenteurs administratives inexplicables. Une demande de mise sur écoute de Lambert fut refusée par un juge pour manque de preuves suffisantes, malgré le journal. Renault sentait une résistance invisible, une inertie calculée venant de sa propre hiérarchie. Le réseau de Lambert était en action, protégeant son membre le plus éminent. L'enquête ne consistait plus seulement à reconstituer les derniers jours de Léa. Était devenue une lutte acharnée contre un système corrompu, déterminé à garder ses secrets enterrés, quel qu'en soit le prix. Face à la résistance passive mais efficace de sa propre hiérarchie, l'inspectrice Amélie Renault sentait la frustration monter. Le dossier original de 1999, qu'elle avait finalement obtenu après une semaine de retard administratif, était une coquille vide. Des pages manquaient, notamment les transcriptions de certains interrogatoires clés. Les rapports techniques étaient vagues. Les photographies de la scène initiale étrangement floues. Était un sabotage en règle, mené avec une discrétion bureaucratique parfaite. Quelqu'un, bien des années auparavant, ou peut-être très récemment, avait méticuleusement nettoyé les archives, effaçant toute aspérité, qui aurait pu accrocher la lumière. Renault comprenait qu'elle ne luttait pas seulement contre un homme, mais contre un système conçu pour le protéger. Chaque porte qu'elle tentait d'ouvrir se refermait doucement, sans bruit, lui signifiant qu'elle, était pas la bienvenue dans ce passé soigneusement enterré. De son côté, le commissaire Roche, observant l'enlisement de l'enquête officielle, décida de jouer selon ses propres règles. La retraite lui offrait une liberté que Renault n'avait pas. Il exhuma ses vieux carnets personnels, des notes griffonnées à la marge du dossier officiel, pleines de doutes et d'intuitions qu'il n'avait jamais pu prouver. Il se concentra non pas sur les témoins principaux, dont les dépositions avaient sans doute été verrouillées par Lambert, mais sur les personnages périphériques, les invisibles d'un jour de mariage, le personnel de service, les livreurs, les voisins éloignés. Il était convaincu que la vérité se nichait souvent dans le regard de ceux que personne ne pense à interroger. Armé de sa vieille voiture et d'une patience infinie, il se lança dans un pèlerinage mémoriel, frappant à des portes oubliées, espérant trouver une fissure dans le mur de silence érigé il y a 9 ans. Sa persévérance finit par payer. Dans un petit village voisin, il retrouva la trace de Monsieur Dubois, l'ancien jardinier du domaine Leroy. L'homme, aujourd'hui âgé et méfiant, avait été licencié sans ménagement, quelques semaines après la disparition de Léa. Au début, il refusa de parler. La peur encore palpable dans sa voix malgré les années. Mais la présence rassurante de Roche, et peut-être le poids d'un secret trop longtemps gardé, le firent finalement céder. Il raconta que le soir du mariage, bien après l'heure où Lambert était censé être à Orléans pour son dîner d'affaires, il avait vu sa luxueuse berline quitter le domaine par un chemin de service dérobé. Il n'avait pas vu le conducteur, mais il était formel sur le modèle et la couleur de la voiture. Une information qui, à elle seule, faisait voler en éclats l'alibi en béton de l'entrepreneur. Le témoignage du jardinier ne s'arrêtait pas là. Il ajouta un détail crucial, qui élargit immédiatement le cercle des suspects. Plus tôt dans la journée, avant la cérémonie, il avait surpris une conversation houleuse près du portail d'entrée. Alain Lambert était là, visiblement furieux, en pleine discussion avec un autre homme, l'un des invités du mariage. Dubois ne connaissait pas son nom, mais il se souvenait de son visage, un homme politique local en pleine ascension à l'époque, connu pour être un proche de Lambert. Le ton était monté, les gestes étaient vifs. Cela suggérait que Lambert n'était pas seul dans ses manœuvres ce jour-là. Il avait potentiellement un complice, quelqu'un qui était non seulement au courant de ses agissements, mais qui y participait activement. La disparition de Léa était peut-être pas œuvre d'un seul homme. Avec cette nouvelle information, Amélie Renault et Roche retournèrent à la liste des invités de 1999. La description fournie par le jardinier correspondait parfaitement à un certain Gérard Prévost, alors conseiller municipal, et aujourd'hui adjoint au maire, l'un des deux hommes qui avait fourni à Lambert son alibi, pour le fameux dîner à Orléans. La pièce manquante venait de s'emboîter. La conspiration était plus une abstraction, elle avait désormais un deuxième visage, celui d'un élu de la République. Le silence qui entourait l'affaire était pas seulement dû à la peur, mais à une complicité active au plus haut niveau local.
l'enquête sur le meurtre de Léa se transformait en une investigation sur un réseau de corruption, où des hommes de pouvoir se protégeaient mutuellement, prêts à tout pour que leur secret reste enfoui avec la jeune femme. Pendant que l'étau judiciaire se resserrait lentement, la contre-offensive de Lambert battait son plein. Des articles commencèrent à fleurir dans la presse locale, des portraits, Élise la dépeignant comme une femme fragile, consumée par le chagrin, et incapable d'accepter la décision de sa sœur de refaire sa vie. Sans jamais l'accuser directement, les papiers, financés par des publicités d'entreprises liées à Lambert, instillaient le doute, suggérant une instabilité psychologique, qui rendait ces accusations peu crédibles. Élise se sentit devenir une paria dans sa propre ville. Les regards dans la rue N étaient plus de pitié, mais de suspicion. Lambert ne cherchait pas seulement à se défendre, il cherchait à détruire la réputation de sa victime par procuration, à l'isoler, et à la briser psychologiquement, pour que personne ne prenne sa quête de vérité au sérieux. Complètement ostracisé, Julien sombrait dans un abîme de culpabilité. Le silence glacial d'Élise était une punition plus dure que n'importe quelle condamnation. Désespéré, il passait ses nuits à rejouer la journée du 12 juin 1999, cherchant dans les recoins de sa mémoire un détail qu'il aurait occulté. Et une image finit par refaire surface. Un souvenir insignifiant à l'époque, mais crucial aujourd'hui. Lorsqu'il avait croisé Lambert près du chêne, après que ce dernier lui ait menti sur le départ de Léa, il avait remarqué quelque chose sur sa voiture. Les pneus et le bas de caisse étaient couverts de boue rougeâtre, une terre argileuse typique des berges de la Loire. Or il n'avait pas plu depuis des semaines, et le chemin principal du domaine était en gravier. La voiture de Lambert avait donc quitté la route. Elle était allée quelque part où elle n'aurait pas dû aller. Forte de ces deux nouveaux témoignages, celui du jardinier et le détail de Julien, Amélie Renaud avait enfin de quoi contourner l'inertie de sa hiérarchie. Elle ne pouvait pas encore s'attaquer de front à Lambert, mais elle pouvait officiellement convoquer Gérard Prévost pour clarification de sa déposition de 1999. Était une manœuvre risquée, qui alertait directement le cœur du réseau, mais elle n'avait pas le choix. La convocation d'un élu en exercice pour une affaire de meurtre vieille de 9 ans, fit l'effet d'un séisme au sein de la mairie et de l'establishment local. Pour la première fois, le bouclier qui protégeait Lambert se fissurait publiquement. Renaud savait qu'elle venait de transformer une enquête discrète en une guerre ouverte. Les coups ne seraient plus portés dans l'ombre, mais en pleine lumière. La confrontation avec Gérard Prévost fut tendue. Dans le bureau austère de l'inspectrice, l'homme politique tenta de garder une façade assurée. Mais la sueur qui perlait sur son front trahissait sa nervosité. Il maintint la version de la Libye, mais Renaud le pilonna de questions précises, sur les horaires, les plats servis, les autres personnes présentes. Poussé dans ses retranchements, Prévost commit une erreur. En voulant donner un détail pour crédibiliser son récit, il mentionna un incident mineur survenu au restaurant, un incident que Renaud, grâce aux notes de Roche, savait s'être produit, une semaine plus tard. Était un lapsus infime, mais était suffisant. Prévost venait de prouver qu'il mentait, qu'il récitait une histoire apprise par cœur. Le mur du silence était pas effondré, mais une brique venait de céder. Parallèlement, Renaud avait envoyé la photocopie du relevé bancaire de Léa à un expert en criminalité financière de la brigade financière de Paris, un ancien collègue de confiance. La réponse arriva le jour même de l'interrogatoire de Prévost, et elle était explosive. L'expert confirma que la société Écran au Luxembourg était au centre d'un vaste système de détournement de fonds publics lié à plusieurs chantiers dans la région, dont celui de la mairie en 1999. Le nom de Gérard Prévost, en tant que responsable de la commission d'appel d'offres à l'époque, apparaissait sur plusieurs documents annexes. Léa n'avait pas seulement découvert le secret d'un prédateur, elle était tombée sur le pot aux roses d'un système de corruption institutionnalisé. Son meurtre n'était pas un crime passionnel, était un acte de survie pour tout un réseau. La menace, jusqu'alors psychologique et administrative, devint physique. Ce soir-là, en rentrant chez elle après avoir déposé Léo chez une amie, Élise trouva la porte de sa maison entr'ouverte. Le cœur battant, elle entra. Rien ne semblait avoir été volé, pas d'argent, pas de bijoux. Le désordre était minime, mais intentionnel. Puis, elle vit. Sur la table du salon, là où elle ne l'avait pas laissé, se trouvait le journal intime de Léa, qu'elle avait soigneusement caché. Il était ouvert à la dernière page, celle décrivant la peur de sa sœur,
et le rendez-vous fatal au pied du chêne. Il n'y avait pas de message écrit, mais la mise en scène était plus glaçante que n'importe quelle menace verbale. Était un avertissement. Nous savons ce que vous avez. Arrêtez-vous, ou la prochaine fois, nous ne nous contenterons pas de déplacer un objet. L'avertissement dans sa maison, loin de la terroriser, a l'effet d'un électrochoc sur Élise. La peur, froide et paralysante, se transmute en une colère glaciale et focalisée. Ils ont osé toucher au journal de sa sœur, profaner son dernier refuge. Cette violation de son intimité, cette menace à peine voilée, ne fait que renforcer sa détermination. Elle comprend que le temps lui est compté. Avec Roche et l'inspectrice Renaud, il décide d'accélérer. La mention de la boue rougeâtre sur les pneus de la voiture de Lambert, ce souvenir enfoui de Julien, devient la priorité absolue. Renaud, usant de toute son autorité et du risque imminent de destruction de preuves, obtient un mandat de perquisition en urgence. Pas pour le domaine de Lambert, mais pour une parcelle de terrain isolée qu'il possède le long de la Loire, un lieu connu pour son sol argileux et inaccessible, l'endroit parfait pour dissimuler un terrible secret. La recherche débute à l'aube, sous un ciel de plomb qui menace de pleurer sur la Seine. L'air est glacial, chargé de l'humidité du fleuve. Une équipe de gendarmes, accompagnée de chiens spécialisés et d'un technicien avec un géoradar, commence à quadriller la zone. L'atmosphère est d'une lourdeur insoutenable. Élise est là, en retrait, enveloppée dans un grand manteau, le visage fermé, les yeux fixés sur les mouvements méthodiques des enquêteurs. Elle serre dans sa main le médaillon de Léa, son propre talisman dans cette épreuve. Non loin, Julien se tient debout, maintenu à distance par un cordon de sécurité. Il est l'ombre de lui-même, une silhouette brisée par la culpabilité, attendant un verdict, qui pourrait être sa damnation, ou une infime chance de rédemption. Le seul son qui brise le silence, est le vent qui siffle dans les saules et les bips réguliers de l'appareil électronique balayant le sol. Les heures écoulent, longues et vaines, le froid s'infiltre sous les vêtements, engourdissant les corps et les espoirs. Les avocats de Lambert, prévenus par des fuites, harcèlent déjà le juge, tentant de faire annuler le mandat. La pression sur les épaules de l'inspectrice Renaud est immense. Le doute commence à s'installer. Et si Julien était trompé? Si sa mémoire, troublée par le remords, lui avait joué un tour? Élise sent son cœur se serrer. Elle lève les yeux vers l'horizon, où elle peut presque deviner la cime du vieux chêne de son domaine. Le chêne et la rivière. La terre et l'eau. Elle sent une connexion invisible mais puissante entre les deux lieux. Une certitude irrationnelle, viscérale, s'ancre en elle. Ils sont au bon endroit. Léa est ici. Elle le sait, elle doit juste attendre encore un peu. Soudain, le silence est déchiré. Un des chiens, un berger allemand au flair réputé infaillible, s'agite frénétiquement et se met à aboyer sans discontinuer en grattant le sol près d'un bouquet de vieux arbres. L'endroit est légèrement affaissé, comme si la terre avait été remuée il y a longtemps. Tous les regards convergent vers ce point précis. L'opérateur du géoradar s'approche, passe lentement son appareil au-dessus de la zone désignée par le chien. Écran affiche une anomalie nette, une masse dense et métallique à environ 1,5 m de profondeur. Un frisson collectif parcourt l'assemblée. Creusez, ordonne Renaud, la voix soudainement rauque. Le bruit des pelles s'enfonçant dans la terre humide et argileuse, résonne comme un glas. Puis, un son mat, lourd. Le son du métal heurtant le métal. Ils mettent au jour un grand fût métallique, rongé par la rouille, mais hermétiquement scellé. L'objet, sorti de terre, semble maléfique, une verrue immonde sur le paysage paisible, l'air épaissi, chargé d'une appréhension palpable. Une odeur âcre, chimique, flotte maintenant autour du bidon, se mêlant à celle de la terre mouillée. C'est l'odeur de la chaux vive, réalise Élise, avec horreur. Renaud, le visage impassible, mais les poings serrés, fait évacuer le périmètre immédiat, et appelle une unité d'identification criminelle, pour procéder à l'ouverture sur place. Le cœur d'eau, Élise bat si fort qu'elle a l'impression que sa poitrine va exploser. Elle ne peut plus respirer. Le monde se rétrécit pour ne devenir que ce cylindre de métal rouillé, le sarcophage de sa sœur. Elle, équipe de la police scientifique arrive, fantomatique dans ses combinaisons blanches intégrales. Ils déploient leur matériel avec une précision clinique, qui contraste violemment avec le chaos des émotions environnantes. L'un des techniciens s'approche du fût avec une scie circulaire. Le bruit strident du disque diamanté mordant le métal est une torture auditive, une profanation du silence qui régnait.
Chaque seconde semble durer une éternité. Élise ferme les yeux, incapable de soutenir la vision, mais aussi incapable de partir. Elle doit être là. Pour Léa. Elle entend un bruit de haut le cœur derrière elle, et sait que c'est Julien qui vient de vomir, expulsant enfin le poison qu'il a gardé en lui pendant 9 ans. Le couvercle du fût est enfin découpé et soulevé. Un silence de mort s'abat sur l'assemblée. À l'intérieur, conservé par la chaux, se trouvent des restes humains. C'est une vision d'horreur absolue, une fin concrète et brutale à une attente infinie. Mais le regard Élise est attirée par un détail, une tache de couleur au milieu du chaos blafard. Un morceau de tissu, d'un bleu roi profond. La couleur exacte de la robe de demoiselle d'honneur que portait Léa le jour du mariage. La confirmation est là, irréfutable, monstrueuse. Élise ne crie pas. Elle ne s'effondre pas. Une force inconnue la maintient debout. Une seule larme, brûlante de chagrin et de soulagement mêlés, roule lentement sur sa joue glacée. La question « où ?» vient de trouver sa réponse. Alors qu'un agent commence à documenter la scène macabre, son collègue remarque quelque chose d'inhabituel niché près des restes. Avec une pince, il extrait délicatement une petite pochette en plastique, scellée et étonnamment intacte. Elle semble avoir été conçue pour être étanche. L'inspectrice Renaud s'approche, enfile une paire de gants et prend l'objet avec une précaution infinie. Elle l'ouvre. À l'intérieur, protégée de l'eau et du temps, se trouve une microcassette audio, du type de celle que l'on utilisait dans les dictaphones portables. La découverte est si stupéfiante qu'elle coupe le souffle à tout le monde. Ce n'est pas seulement le corps de Léa qu'ils ont trouvé, c'est sa voix. Son dernier témoignage, envoyé depuis la tombe. La nouvelle de la découverte du corps et de la cassette se propage avec la vitesse de l'éclair, court-circuitant toutes les tentatives de Lambert pour étouffer l'affaire. Face au risque de fuite et de destruction de preuves supplémentaires, le juge n'a plus le choix. Moins d'une heure plus tard, Alain Lambert et Gérard Prévost sont arrêtés, le premier dans sa villa luxueuse, le second en pleine réunion à la mairie. Les images de leur interpellation tournent en boucle sur les chaînes d'information. Le masque tombe. Le notable philanthrope et elle, élus respectés, sont exposés pour ce qu'ils sont. Des suspects dans une affaire de meurtre. Pour Élise, la validation est totale. Elle n'est plus la sœur fragile et obsédée. Elle est celle qui a refusé d'oublier, celle qui a forcé la vérité à sortir de terre. Dans une salle écoute au commissariat, en présence Élise de Roche et de Renaud, la cassette est placée dans un lecteur. Après un grésillement, la voix de Léa emplit la pièce, claire, mais tremblante de peur. Elle avait activé un dictaphone caché dans sa poche. L'enregistrement est celui de sa confrontation avec Lambert au pied du chêne. « Tu es un monstre, Alain, » dit la voix de Léa. « Je sais tout. Les comptes au Luxembourg, les pots de vin pour le chantier de la mairie, j'ai les preuves. » La réponse de Lambert est glaciale, dénuée de toute émotion. « Tu n'aurais jamais dû fouiner, petite curieuse. Tu es intelligente, Léa. Trop intelligente pour ton propre bien. C'est un défaut de famille, apparemment. » L'enregistrement capture ensuite le son d'une lutte, des bruits de pas précipités sur l'herbe, le souffle court de Léa. Elle supplie, elle crie le nom Élise. Puis une troisième voix intervient, paniquée, celle de Gérard Prévost. « Alain, arrête, c'est de la folie, on va trop loin. » La réponse de Lambert est un coup près. « Trop loin ? Il est trop tard, Gérard. Elle nous détruira tous les deux. Tu es avec moi là-dedans, maintenant. Alors, aide-moi. » On entend la soumission terrifiée de Prévost, les cris de Léa qui laissent, étouffent, puis un bruit sourd et terrible. Un craquement sinistre. Et puis, plus rien. Le silence absolu de la mort, enregistré pour elle, éternité sur une bande magnétique. Élise écoute, le corps secoué de tremblements incontrôlables. Entendre la voix de sa sœur, son combat, sa terreur, est une torture qui dépasse l'imaginable. C'est revivre le meurtre, seconde par seconde. Chaque son est un poignard dans son cœur, mais à travers l'agonie, une autre émotion émerge, une immense fierté. Léa ne s'est pas laissée faire, elle s'est battue. Elle a lutté jusqu'à son dernier souffle, et même au-delà, en laissant cette preuve ultime. C'est son dernier cadeau, un cadeau de vérité enveloppé dans une horreur sans nom. Le commissaire Roche pose une main lourde sur son épaule, ses propres yeux embués de larmes. « Elle a gagné, Élise, » murmure-t-il. « Grâce à vous deux, elle a gagné. » La bande magnétique n'est pas terminée. Après une longue minute de silence, on entend des halètements. Des bruits de vêtements froissés. C'est la voix de Lambert, à bout de souffle. Le médaillon, trouve son médaillon. Il ne doit pas rester ici.
puis celle de Prévost brisée. Mon Dieu Alain, qu'est-ce qu'on fait d'elle? La réponse de Lambert est pragmatique, glaçante. La rivière. J'ai un terrain là-bas, près des Saules. On va la mettre dans un fût. Personne ne la trouvera jamais. La cassette s'arrête là. Dans leur panique pour récupérer le médaillon et faire disparaître le corps, ils n'ont pas vu le petit dictaphone tomber dans l'herbe. Ils ont pris le médaillon mais l'un d'eux l'a laissé tomber près du chêne. L'objet qui a déclenché toute l'enquête était le dernier vestige de leur crime, une graine de vérité attendant patiemment, pendant 9 ans, que quelqu'un vienne la faire germer. La cassette audio fut la pièce maîtresse, la preuve irréfutable, qui anéantit toute stratégie de défense. La voix de Léa, ressuscitée d'entre les morts, résonna dans la salle d'audience avec une clarté glaçante, transformant le procès en un tribunal de la conscience collective. Chaque mot, chaque souffle de panique, chaque cri étouffé, était une accusation directe, une confession forcée enregistrée pour la postérité. Face à cette évidence sonore, les dénégations d'Alain Lambert et les mensonges de Gérard Prévost s'effondrèrent comme un château de cartes. Il n'y avait plus de place pour le doute, plus d'échappatoire possible. La vérité, si longtemps enfouie sous terre, venait d'éclater avec la force d'une déflagration, rendant la justice non seulement possible, mais inévitable. Le piège que Léa avait tendu dans un ultime acte de survie venait de se refermer, 9 ans plus tard, sur ses bourreaux. Le procès devint un événement médiatique national, attirant journalistes et curieux de toute la France à Tours. La salle d'audience était comble chaque jour. D'un côté, Alain Lambert et Gérard Prévost, autrefois figures de pouvoir et de respectabilité, désormais réduits à leur véritable nature, celle de prédateurs calculateurs et de complices lâches. Leurs visages, autrefois souriants sur les photos des journaux locaux, étaient devenus des masques de cire, impénétrables et froids. De l'autre côté, Élise. Présente à chaque audience, assise au premier rang, elle était l'incarnation d'une dignité stoïque. Son regard ne quittait jamais celui des accusés, un regard qui ne demandait pas vengeance, mais exigeait la reconnaissance des faits. Hélène n'était pas là en tant que victime, mais en tant que gardienne de la mémoire de sa sœur, le dernier rempart contre l'oubli et le mensonge. La défense, financée à grands frais par ce qui restait de la fortune de Lambert, tenta une stratégie de la terre brûlée. Ses avocats attaquèrent la crédibilité de chaque témoin, essayant de dépeindre Élise comme une femme instable et vengeresse, Julien comme un mari coupable cherchant à se dédouaner, et Roche comme un vieil homme aigri réglant de vieux comptes. Ils soulevèrent des vices de procédure, contestèrent l'authenticité de la cassette, insinuant une manipulation. Mais leurs efforts étaient vains. Chaque tentative de semer le doute se heurtait au mur solide des preuves matérielles. Le journal intime, la clé, le relevé bancaire, le témoignage du jardinier, et surtout, la voix de Léa, formaient une chaîne de causalité implacable que nulle rhétorique ne pouvait briser. Leur défense agressive ne fit que renforcer l'image d'hommes prêts à tout, pour échapper à leurs responsabilités. L'inspectrice Amélie Renaud, à la barre, fut impériale. Avec une précision clinique et une clarté remarquable, elle déroula le fil de l'enquête, de la découverte fortuite du médaillon à l'exhumation du corps. Elle présenta les preuves une par une, expliquant leur signification, les liant les unes aux autres, avec une logique imparable. Elle ne laissa aucune place à l'interprétation. Son témoignage n'était pas seulement le récit d'une enquête criminelle, était la réhabilitation de Léa Leroy. Elle la décrivit non pas comme une simple victime, mais comme une enquêtrice courageuse, qui, sentant le danger, avait méticuleusement préparé sa propre assurance-vie. Sous le regard de l'inspectrice, Léa était plus la disparue de Tours, mais l'héroïne tragique, qui avait orchestré sa propre justice depuis la tombe. Après des semaines de débats intenses, le jury se retira pour délibérer. L'attente fut courte. Le verdict tomba comme un couperet, dans un silence de cathédrale. Alain Lambert fut reconnu coupable de meurtre avec préméditation, d'enlèvement et de séquestration, ainsi que de corruption et d'association de malfaiteurs. Il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans. Gérard Prévost fut reconnu coupable de complicité de meurtre et d'obstruction à la justice, écopant d'une peine de 25 ans de prison. Au prononcé des peines, un murmure parcourut la salle. La justice, bien que tardive, avait été rendue, et elle était exemplaire. Les masques tombèrent définitivement, révélant les visages défaits de 2 hommes dont l'arrogance venait d'être anéantis par le poids de leurs crimes. Pour Élise, ce ne fut pas une explosion de joie. Ce fut un soulagement abyssal, une détente de chaque muscle de son corps, tendu depuis 9 longues années. C'était la fin du combat, la fin de l'incertitude,
de la culpabilité, de la colère impuissante. En entendant le mot coupable, elle ferma les yeux et une seule image lui vint à l'esprit, le sourire de Léa, un jour de été, dans le jardin de leur enfance. Une larme, enfin libérée de tout poids, coula sur sa joue. Elle n'avait pas ramené sa sœur, mais elle lui avait rendu son histoire, sa dignité. Elle avait tenu sa promesse silencieuse. À travers la salle, son regard croisa celui du commissaire Roche. Il hocha la tête, un respect infini dans les yeux. Leur mission commune était achevée. Le fantôme de Léa pouvait enfin reposer en paix. Le cas de Julien fut plus complexe. Son témoignage, où il admit enfin son silence et sa lâcheté, fut un élément accablant pour la défense et un tournant dans le procès. Il ne fut pas poursuivi pénalement, son rôle ayant été jugé comme celui d'un témoin passif et manipulé. Mais la vraie sentence fut personnelle. La relation entre lui et Élise était fracturée, peut-être irrémédiablement. Le secret qu'il avait gardé avait empoisonné leur amour. Après le verdict, ils eurent une conversation, la première vraiment honnête depuis des années. Il n'y eut pas de cris, seulement la tristesse d'un amour abîmé par le mensonge. Le pardon, haine, était pas impossible, mais il ne serait ni simple ni immédiat. Leur futur commun, haine, était plus une certitude, mais une question ouverte, une reconstruction lente et douloureuse à entreprendre, ou non. L'onde de choc de l'affaire Lambert-Prévost secoua la région de Tours pendant des mois. La condamnation de deux de ses figures les plus en vue provoqua une crise de confiance sans précédent. Une enquête approfondie sur la corruption au sein de la mairie et des marchés publics fut lancée, entraînant une cascade de démissions, d'autres mises en examen et un grand nettoyage politique et administratif. Le système de protection qui avait permis à Lambert de prospérer en toute impunité fut démantelé pièce par pièce. La communauté, longtemps bercée par l'illusion de la respectabilité de ses élites, dut faire face à une réalité sordide. L'affaire devint un cas de école, un rappel brutal que les monstres ne se cachent pas toujours dans l'ombre, mais parfois en pleine lumière, derrière les sourires les plus charismatiques. Pour le commissaire Roche, cette résolution fut une rédemption. Elle, échec qui avait terni la fin de sa carrière et hanté sa retraite, était enfin effacée. Il avait eu raison de douter, de sentir que quelque chose clochait. Sa vieille école, basée sur l'intuition et la connaissance humaine, avait trouvé sa validation face à la froide arrogance du pouvoir. Quelques jours après le verdict, il se rendit seul au cimetière, sur la tombe où Léa reposait enfin sous son propre nom. Il y déposa une simple rose blanche. Il ne dit rien, mais resta là un long moment, en silence. Était sa manière de clore le dossier, de dire au revoir à la jeune femme dont le visage l'avait fixé depuis une vieille photo pendant 9 ans, et de se pardonner enfin d'avoir mis tant de temps à lui rendre justice. La question du domaine familial se posa de nouveau, mais cette fois la réponse fut claire. Élise décida de ne pas vendre. Le lieu N était plus un mausolée de douleurs et de questions sans réponse. Il était redevenu ce qu'il aurait toujours dû être, la maison de son enfance, un lieu chargé d'histoire, de rire, et maintenant, de résilience. Elle voulait que Léo grandisse en connaissant ses racines, en sachant que sur cette terre, une grande injustice avait eu lieu, mais que la vérité avait fini par triompher. Le vieux chêne, au pied duquel tout avait commencé et fini, naine, était plus un symbole de mort. Il était le témoin silencieux de la force d'un lien sororal, que même le meurtre n'avait pu briser, un arbre dont les racines profondes avaient gardé le secret jusqu'à ce que justice soit faite. Protéger Léo de l'horreur des détails fut le dernier combat d'Harvey, Élise. Elle ne lui raconta jamais la violence brute de ce qui était arrivé. À la place, elle lui tissa une histoire de courage. Elle lui expliqua que sa tante Léa était une femme très courageuse qui avait découvert le secret de très méchants hommes, et qu'elle était battue pour que la vérité éclate. Elle lui dit que son trésor, le médaillon, avait été la clé qui avait permis de gagner cette bataille. Léo, avec sa logique d'enfant, comprit l'essentiel, sa tante était une héroïne. Le médaillon en argent, sa mission accomplie, fut placé dans une boîte à souvenirs, non plus comme une pièce à conviction, mais comme la relique d'un acte de bravoure qui avait traversé le temps. Quelques mois plus tard, au début du printemps, une scène de quiétude s'installa dans le jardin du domaine. Élise, aidée de Léo, plantait un nouveau rosier près du vieux chêne. Le soleil était doux, l'air frais. Julien était là aussi, un peu en retrait, les observant. Le silence entre eux était plus pesant, mais apaisé, en attente. Le rire de Léo, qui s'amusait avec la terre, résonnait dans le jardin, un son pur,
qui lavait les derniers vestiges du passé. Pour la première fois depuis une décennie, l'avenir ne semblait plus être une menace ou une page blanche angoissante, mais simplement une promesse de jours plus calmes. Le cycle de la douleur se refermait enfin, laissant place à la possibilité d'une nouvelle floraison, lente, mais certaine. Finalement, la résolution de cette affaire N n'était pas seulement une histoire de justice pénale, mais celle de l'héritage de Léa. Elle, N, était pas morte en vain. Son intelligence, sa prévoyance et son courage avaient fait d'elle bien plus qu'une victime. Elle était l'architecte de sa propre vengeance, une stratège qui avait compris que la vérité était l'arme la plus puissante. Son journal et sa voix, enregistrés et cachés au péril de sa vie, avaient fait tomber un empire de corruption et de mensonges. Ils avaient prouvé que même face à un pouvoir écrasant et à une violence absolue, un acte de résistance solitaire peut allumer une étincelle. Une étincelle qui, même 9 ans plus tard, peut embraser le monde et ramener la lumière dans les ténèbres les plus profondes. Le domaine des Leroy, autrefois un mausolée de chagrin, respirait à nouveau. La vie avait repris ses droits, non pas comme avant, mais différemment, avec la sagesse que seule la douleur surmontée peut offrir. Le vieux chêne, qui avait été le témoin silencieux du drame, semblait avoir retrouvé sa quiétude, ses feuilles bruissant au gré d'un vent léger, comme pour murmurer que le cycle de la souffrance était clos. Élise passait désormais ses après-midi dans le jardin, non plus pour pleurer un fantôme, mais pour cultiver un avenir. Elle regardait Léo, son fils, courir sur l'herbe où la vérité avait été déterrée, et voyait en lui la preuve vivante que même sur une terre marquée par la mort, la vie finit toujours par trouver un chemin pour épanouir. Ce N était plus une scène de crime, mais un sanctuaire de résilience, chaque fleur plantée étant une promesse de jours meilleurs. Le petit médaillon en argent terni par 9 années passées sous terre, reposait maintenant dans une boîte en bois précieux, sur la cheminée du salon. Son voyage était terminé. Il avait été un symbole d'amour fraternel, puis une relique maudite, une clé ouvrant la boîte de Pandore, et enfin une pièce à conviction capitale. Aujourd'hui, il était devenu autre chose, un monument à la bravoure de Léa, et à la persévérance d'Élise. Il était plus un objet de douleur, mais un rappel tangible, que le lien qui unissait les deux sœurs, était plus fort que la mort, plus fort que le mensonge, et le temps. En le regardant, Élise ne voyait plus la fin tragique de sa jumelle, mais le début de sa propre quête, un catalyseur, qui l'avait forcé à sortir de son deuil, pour se battre pour la vérité, honorant ainsi la mémoire de Léa de la plus belle des manières. La relation entre Élise et Julien restait la cicatrice la plus visible et la plus complexe de cette épreuve. La vérité, une fois révélée, avait agi comme un acide, dissolvant le ciment de confiance qui unissait leur mariage. Ils vivaient sous le même toit, élevant Léo avec une tendresse partagée, mais un abîme de silence les séparait. Le secret de Julien, gardé par faiblesse et par peur, était une trahison que le temps seul pourrait peut-être guérir. Le pardon N n'était pas un interrupteur que l'on pouvait actionner, mais un chemin long et incertain. Pourrait-il un jour reconstruire ce qui avait été brisé? Ou était-il condamné à N, être que les co-gardiens d'un passé trop lourd, deux âmes solitaires unies par un amour qui n'avait pas survécu à elle, épreuve de la vérité? Leur avenir restait une question en suspens, une page blanche attendant d'être écrite ou définitivement tournée. L'affaire Leroy-Lambert avait laissé une marque indélébile sur toute la région de Tours. Elle avait agi comme un séisme, fissurant la façade respectable de la communauté, et exposant la corruption qui rongeait ses fondations. La chute d'Alain Lambert et de Gérard Prévost N était que la partie visible de l'iceberg, déclenchant une série d'enquêtes qui ont fait tomber d'autres figures locales, des hommes d'affaires aux politiciens, tous liés par un pacte de silence et de profit mutuel. Le scandale servit de leçon brutale, les monstres ne se cachent pas toujours dans les recoins sombres, ils portent souvent des costumes sur mesure, et serrent des mains lors des événements caritatifs. Pour les habitants, la confiance fut longue à regagner, mais ce grand déballage, aussi douloureux fut-il, fut également un nettoyage nécessaire, une purge, qui permit à la communauté de se reconstruire sur des bases plus saines et plus transparentes. Pour le commissaire Roche, la résolution de cette affaire fut bien plus qu'une victoire professionnelle, ce fut une paix de l'âme. Elle, échec qui avait hanté sa retraite était transformé en sa plus grande réussite. Il avait prouvé que son instinct, affiné par des décennies d'expérience, valait plus que tous les alibis construits sur le pouvoir et l'influence. Quant à l'inspectrice Amélie Renaud, elle était forgée une réputation de fer. Sa ténacité et son intégrité, face à un système conçu pour la broyer, étaient devenues légendaires.
Leur duo improbable, alliant la sagesse de l'ancienne école à la rigueur de la nouvelle, avait démontré que la justice n'a pas d'âge. Ils étaient les deux faces d'une même médaille, unis par un même objectif. Donner une voix à ceux que l'on avait réduits au silence. Et s'assurer que personne, aussi puissant soit-il, ne soit au-dessus des lois. La justice avait été rendue, mais Élise savait que le mot justice était insuffisant pour décrire ce qui avait été accompli. La condamnation de Lambert et Prévost n'avait pas ramené Léa. Elle n'avait pas effacé les 9 années de nuit blanche, de questions sans réponse, de culpabilité lancinante. Non, la véritable victoire était ailleurs. Elle résidait dans la restitution de la vérité. Léa N. était plus la disparue, la jeune femme instable qui avait fui le jour du mariage de sa sœur. Elle était redevenue ce qu'elle était, une femme intelligente et courageuse, assassinée pour avoir découvert un secret trop dangereux. La justice n'avait pas réparé le passé, mais elle avait réécrit le présent, restaurant l'honneur et la dignité d'une victime et prouvant que la vérité, même enfouie sous des tonnes de terre et de mensonges, possède une force indestructible. Au final, l'héritage de Léa ne fut pas celui d'une victime, mais celui d'une combattante. Face à une menace grandissante et à une peur viscérale, elle n'avait pas cédé à la panique. Elle avait agi avec une lucidité et une prévoyance extraordinaires. Le journal intime caché dans un coffre-fort, le dictaphone activé dans ses derniers instants. Chacun de ses gestes était un acte de résistance calculé, une assurance vie destinée à la venger si le pire devait arriver. Elle avait compris que son seul pouvoir face à un monstre comme Lambert était l'information, la preuve. LS était battue jusqu'à son dernier souffle, et même au-delà, en laissant derrière elle les armes qui allaient permettre à sa sœur de terminer son combat. Léa Leroy n'a pas été simplement tuée. Elle a orchestré depuis sa tombe la chute de son propre assassin. Un soir d'automne, alors que le soleil couchant teintait le ciel de couleur chaude, Élise se tenait sur la terrasse. Elle regardait Léo jouer près du grand chêne, son rire cristallin flottant dans l'air calme. Elle portait son propre médaillon, le sentant tiède contre sa peau. Le cœur de sa sœur N était plus là physiquement, mais leur lien, testé par la tragédie et renforcé par la quête de vérité, était plus fort que jamais. La douleur était toujours présente, une ombre douce qui l'accompagnerait toute sa vie, mais elle, N, était plus écrasante. C était le chagrin apaisé de l'absence, et non plus la torture de l'incertitude. En cet instant, elle comprit que son histoire, et celle de Léa, Hélène, n'était pas une histoire de mort, mais une histoire de vie, d'amour et de la lumière, qui finit toujours par percer les ténèbres les plus profondes. L'histoire de Léa Leroy est une preuve que la vérité, aussi profondément enterrée soit-elle, possède une énergie propre. Elle attend, patiente, qu'une main innocente, ou une volonté acharnée, vienne la libérer. Mais cette histoire n'est qu'une parmi tant d'autres, qui restent à raconter. Si vous voulez continuer à explorer avec nous, ces récits où l'humanité se révèle dans ses aspects les plus sombres et les plus lumineux, abonnez-vous et activez les notifications. Votre soutien nous permet de donner une voix à ces histoires oubliées. La quête des Élise est terminée, mais elle laisse derrière elle une question universelle qui résonne en chacun de nous. Jusqu'où serions-nous prêts à aller, non pas pour la vengeance, mais pour l'amour et pour la simple, mais si précieuse, vérité?